Mes camarades, bonsoir. Alors, c'était la deuxième partie de notre hommage au général de Gaulle. J'espère que ça vous a plu. Service technique, m'entend-on? Oui, Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir, au maître des caves de la Loubianca. Alors, dis-moi, est-ce que nos camarades étaient contents? Déjà, combien sont-ils là devant moi? Eh bien, actuellement, on est à plus de 250 spectateurs simultanés. Mhm. Il y a eu pas mal d'échanges dans le chat, ça a pas mal débattu, ça a pas mal échangé et on a déjà quelques questions. Ok, allons-y. Donc, une première question posée par Le Chameau, D'accord. qui vous demande s'il y en a, quels chefs d'État étrangers se sont le plus inspirés du général de Gaulle et cette inspiration a-t-elle été fructueuse? Alors, il y en a eu beaucoup. Le meilleur coup qu'on met sur le meilleur coup de la diplomatie américaine, qui est de retourner la Chine contre les États-Unis, contre l'URSS, si tu veux, qui est un coup opéré par Nixon et stratégiquement et tactiquement par Henry Kissinger, même si celui-ci échouera parce qu'il sera dominé par Zhou Enlai. C'est entièrement inspiré par De Gaulle de A à Z, hein, de la bouche même de Richard Nixon. Vous avez de chefs d'État qui ont une adoration pour De Gaulle. Vous en avez eu plein. Vous aviez les leaders latino-américains, beaucoup de leaders latino-américains, Castro, Guevara. Aux États-Unis, je pense que oui, c'est surtout Nixon. Dans le monde africain, vous en avez eu plusieurs. En Europe, relativement peu, ce qui est normal étant donné la francophobie d'États européens et leur faiblesse à créer un homme de cette stature. De Gaulle est révéré à Russie unie. Déjà, il est révéré en Russie d'un point de vue général, comme il l'est en Chine, hein. Vous verrez ce que vous dira le général de la Maisonneuve sur De Gaulle vu de Pékin. C'est impressionnant. C'est une des références étrangères, d'ailleurs une des seules de Russie unie. Il était révéré par quelqu'un comme Hugo Chavez. Il était révéré par quelqu'un comme le commandant Ahmed Shah Massoud, qui lui d'ailleurs l'a reconnu publiquement. Disons que beaucoup de leaders non alignés avaient une grande estime pour lui, ce qui était le cas vous avez des hommes, je pense à Ben Gourion, qui était très proche de lui, je pense à Nasser, je pense à toute une partie du nationalisme arabe. Euh, Ça fait quand même du monde, hein, et c'est sur les 5 continents, quoi. D'un certain côté, c'est en Europe que son message passa le moins, à cause de la jalousie et de la jalousie et de la haine que d'autres États européens ont pour nous de manière historique. Mais voilà, certainement le plus intelligent des présidents américains je mets de côté un autre homme qui a beaucoup admiré De Gaulle, qui est le général puis président Eisenhower, mais qui est pour moi Richard Nixon. Bon, c'est pas rien, quoi. Voilà, le, c'est et la, et la leçon du général n'est pas terminée. N'est pas terminée. D'un certain côté, si un homme comme Boris Johnson n'avait pas le secours permanent de la figure de Churchill, il en est touchant d'ailleurs. euh, il aurait certainement De Gaulle, vu qu'à mon avis, seul le peuple anglais peut bien comprendre qui était cet homme. Et encore, hein, quand vous voyez les approximations très lourdes de la biographie faite par Julian Jackson, vous vous posez des questions.
Voilà, voilà. Une question à présent de Petrocorus qui vous demande, donc bonjour Monsieur Rougeron, la France, Bonjour. la France produit régulièrement une bourgeoisie qui la déteste, une bourgeoisie Exact. francophobe et allophile. En admettant que l'on reprenne le pouvoir en France, que l'on sorte de l'UE, que l'on régule l'immigration et redresse la France, comment faire pour que cette bourgeoisie francophobe ne reprenne pas le pouvoir une génération plus tard? C'est-à-dire, comment faire pour empêcher ce qui s'est passé au début des années 70, après le départ du général, quand les anciens résistants ont laissé la place aux fils des collabos? Ou à l'américanisme de leur fils à eux. Si vous voyez par exemple ce que sont par exemple les enfants de Brossolette, c'est à pleurer. Comment je vais vous dire ça? C'est drôle parce que c'est un sujet qui c'est un sujet qui m'occupe certaines nuits où je dors encore plus mal que les autres. Euh, à titre personnel, je pense que la participation était là pour ça. Je pense qu'il faut sélectionner les élites dans le peuple de la France périphérique, faire d'une situation d'élite précaire, et je pense avant tout par la division très concrète du patrimoine national au profit d'une socialisation. Vous savez, moi je suis à la fois un socialisant et un étatiste. C'est-à-dire que l'État doit avoir des moyens physiques de souveraineté et le peuple doit en avoir d'autres. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui ne peut pas être étatisé, je parle bien évidemment de grandes entreprises et d'entreprises stratégiques. Je ne parle pas du tout de l'initiative individuelle qui, elle, doit être encouragée. Si M. Trucmuche veut faire sa fabrique d'épingles, il doit y être pleinement encouragé et ça doit être fiscalisé au minimum. Mais c'est une chose de faire des épingles, c'est une autre chose de faire des puces pour satellites de surveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on n'est pas tous égaux devant la stratégie. Donc voilà, je pense que c'est par la division du capital, par une reprise en main du système scolaire, et je vais oser le mot, et peu importe d'ailleurs ce que les gens en penseront, par une militarisation à plusieurs étapes des populations. Voilà. Si, parce qu'il ne faut pas oublier que le bourgeoisisme emporte avec lui une décadence anthropologique terrible. Et ça se voit d'ailleurs dès que cette classe... Parce qu'en réalité, c'est une classe, je vais le traiter d'ailleurs peu certainement dans mon prochain bouquin, c'est ce que j'appelle une classe... C'est à un moment... Parce que le problème de la bourgeoisie, c'est qu'elle est, pas, c'est qu'elle est elle aussi le jouet d'un processus dialectique. Nous sommes d'accord. Donc elle monte, elle stagne, et puis elle redescend en termes de qualité. Et quand elle redescend, elle fait ce que j'appellerais une génération de criquets. C'est-à-dire une génération qui bouffe tout. Là, on peut reprendre les théories des générations, alors beaucoup plus chez des auteurs anciens, typiques Caldoun et d'autres, que chez les auteurs modernes comme Ortega y Gasset, mais euh, voilà, c'est une génération de criquets. Ils bouffent tout. Bon, bah, à un moment, il faut conjurer les criquets. Voilà, simple. Enfin, simple. C'est le travail de 2 générations. Hein. C'est terrible. Mais c'est soit ça, soit on en crèvera. Et le pire, c'est que des décadences rapides de bourgeoisie, l'Amérique est en train d'en connaître une avec la bourgeoisie démocrate. Alors là, décadence, modèle et grand luxe. Sincèrement, hein, comme disait le général, c'est pas tous les jours qu'on voit l'Europe tomber. Regardons ça quand même, quoi, parce que le spectacle va être beau. Hein. Si vous voyez ce que c'est les facs de gauche aux États-Unis, et j'ai très peur que la bourgeoisie chinoise dans 15 ans, c'est ça aussi. D'une autre forme, mais tout aussi dangereuse. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez nous aider et soutenir le travail du Cercle Aristote, n'hésitez pas à faire un don via notre page Tipeee Stream en direct. Donc, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et on enchaîne à présent. Juste, je Oui, signale un truc. Les coffrets de livres pour cette année, les nouveaux coffrets avec les nouveautés, etc., sont commandables sur le site. Hein. Donc, dès demain, il y aura les 2 dernières nouveautés.
Mais là, la quasi-intégralité est déjà là pour ceux qui veulent aller voir. cerclearistote.com. On enchaîne ensuite avec une question de Elagnon Mhm. qui vous demande donc De Gaulle avait voulu réconcilier République et monarchie avec la Ve Mhm. République. Tout à fait. Pourquoi n'a-t-il pas préparé sa succession en formant de fait son successeur qui aurait pu être... Alors, ça c'est une deuxième partie de la question. Qui aurait pu être à la hauteur pour continuer la politique du général? Mesmer ou Chabandelmas. Je ne vois personne d'autre. Ensuite, le général avait trop de respect pour les Français pour leur faire ce coup-là. A-t-il eu raison, a-t-il eu tort? Je laisse le jugement entre vos mains. À titre personnel, je pense que les Français ont un examen de conscience très douloureux à faire. Ensuite, une question de Pasquale Pasqua. Si le régime républicain a montré une certaine indifférence à l'égard du Canada français, il y a une tradition de parrainage des Canadiens français par la famille Bonaparte, notamment de l'Acadie, qui a commencé avec Lucien Bonaparte et qui a poursuivi Napoléon III avec le financement de diverses institutions culturelles. De Gaulle avait-il conscience de s'inscrire dans cette tradition lors de son voyage de 1967? Il avait d'ailleurs bien avant, quand il le dit lui-même, je rembourse la dette de Louis XV. N'oubliez jamais que De Gaulle n'a rien à voir avec les hommes politiques tels que vous les concevez. De Gaulle a toujours 2 millénaires dans la tête. Si vous voulez, il poursuit une histoire. Il n'écrit pas si vous voulez, De Gaulle est un homme. De Gaulle ne fait pas de politique. De Gaulle fait de l'histoire. C'est une phrase de Malraux qui est très vraie. De Gaulle est dans une tradition, dans une légitimité, dans une histoire. Si vous voulez, il n'écrit pas son histoire. Il n'écrit pas son histoire au bal de muse comme un saltimbanque. Et c'est pas Nicolas Sarkozy. Les mémoires d'El Nabo, quoi. Ça n'a rien à voir. Ou Flamby. Mais bon, François Hollande n'a pas à écrire ses mémoires. Pierre Richard les a déjà faites pour lui. Et etc. etc. De Gaulle est un homme qui a plusieurs siècles quand il fait un geste. C'est pour ça d'ailleurs que c'est l'un des derniers à avoir une symbolique. Et une symbolique réelle, c'est-à-dire de passer un signifiant par l'acte. Vous voyez? Le président Mitterrand aussi avait un sens de la symbolique, mais il avait un sens de la symbolique qui était entièrement tourné vers sa personne. Tout simplement parce qu'il était pénétré et obsédé, jusqu'à un point d'ailleurs pathologique, par des sciences occultes. Voilà. Donc, si vous voulez, De Gaulle, c'est dans la postérité de Bonaparte certainement, mais surtout dans celle de la monarchie française, dans celle du traité de Montréal, dans cette extraordinaire aventure qui, si elle avait perduré, nous aurait peut-être économisé le génocide amérindien. C'est-à-dire quand même certainement la plus grande faute des Européens. Je mets les Français à part parce que on est les seuls à avoir, mais des Européens collectivement, parce que c'est principalement les Allemands qui ont tué ces pauvres gens. Donc c'est le premier génocide germanique, mais avec l'aide au moins des Hollandais et des Anglais, vu que c'était ceux qui étaient déjà là. Les Irlandais et les Italiens arrivent après. Voilà. Une question de Mumei. Retrouve-t-on l'influence du nationalisme de Maurice Barrès chez De Gaulle, sachant que Barrès Totalement. était influent après la Grande Guerre? Totalement. De Gaulle est très barrésien. D'ailleurs, c'est à la fois parce que c'est drôle, les gens, ils veulent à tout prix en faire un disciple de Péguy, ce qu'il était. Mais attendez, j'essaierai de vous le trouver pour une prochaine fois. L'ouvrage d'Alain Larcan, De Gaulle, la culture, l'esprit, la foi, il fait près de 1000 pages. Donc c'est tous les auteurs que le général utilisait pour abreuver sa pensée. Il a fallu une équipe entière pour retrouver d'ailleurs certaines références. Et tout le monde voudrait qu'il soit un élève de Péguy, parce que Péguy, évidemment, Péguy est un auteur immense, Péguy est un génie, Péguy est un des très grands Français de ce siècle. Ai-je besoin de le dire? Mais tout le monde aimerait qu'il ne soit pas élève de Maurras, ce qu'il était,
qu'il ne soit pas élève de Bainville, ce qu'il était, qu'il ne soit pas élève de Barès, ce qu'il était. Tout ça parce que des gens qui sont des salopards, hein, faut être très clair, qui sont les surréalistes, ont maltraité la mémoire de Barès, alors que, si vous voulez, lisez deux très bons bouquins sur Barès, celui de Sarah Vajda et celui de François Broche, le grand François Broche, et puis vous verrez à quel point c'était un grand génie. Voilà, moi, si vous voulez, bien sûr, alors évidemment, vous avez toute la clique Zev Sternelienne qui dit que c'est le père du fascisme français, poi poi, hein, qui n'a pas été fasciste a raté sa vie. Et, et en réalité, premièrement, c'est délirant parce que Mussolini n'est certainement pas influencé par Barès. Le seul auteur français Mussolini est un intellectuel italien de haut niveau qui a des sources avant tout italiennes, toute la sociologie élitiste, Pareto, tous ces gens-là. Et à la rigueur, il s'autorise des liens avec la pensée française qui se résument surtout à Georges Sorel, surtout. Mais chez De Gaulle, bien sûr qu'il y a du Barès. D'ailleurs, son républicanisme est barétien, au général, c'est évident. Une question de Nicolas. Bonsoir Monsieur Rougeron. Bonsoir camarade. Quel conseil de gaulliste pour motiver les jeunes qui souhaitent intégrer la douane ou la police? Et quelle vision avait le général de ces deux institutions? Une vision cardinale parce que pour De Gaulle, c'est la défense du précaré. Donc c'est une mission sacrée. Aujourd'hui, ce que je vous dirais, c'est d'aller plus vers la douane pour l'instant que la police. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup besoin de vous si à un moment il y a un retour de souveraineté. Si on n'a pas, de toute façon, si vous voulez, nous avons besoin d'hommes dans ce que les Russes appellent les réseaux de force. C'est très clair. Et pourquoi je vous dis la douane? Parce que vous y trouverez... Alors certes, il y a un reste de gauchistes dans la douane. Je vous rappelle que la douane est la seule de nos forces de sécurité intérieure qui a un syndicat à gauche, qui a un syndicat sud. Mais bon, c'est en train de se casser la gueule, enfin de se disparaître doucement, heureusement. Donc voilà, si vous voulez, je vous dirais, parce que dans la police, je suis pas sûr que vous allez tenir. Je médis pas de vous, hein, nullement, mais si vous voulez, je ne veux pas envoyer le meilleur de ce qui reste de la jeunesse française dans des professions où on va pas les pousser au suicide, mais pas loin, quoi. Faut voir l'état de nos forces de sécurité intérieure. À la rigueur, aller plutôt vers un encadrement militaire, aller plutôt vers la gendarmerie peut-être. Parce que la gendarmerie, comme les deux, est plus encadrante, plus cocooning. Parce que bon, j'ai bien connu le monde des gendarmes à une époque. Quelqu'un qui est cher à mon cœur, les devenus. C'est un monde que j'ai un peu connu. Je vois ce qu'est la vie de caserne. Bon, aller plutôt vers ça ou vers les douanes parce qu'il y a une sorte de chaleur, etc. Que je dis pas qu'il n'y en a pas dans les commissariats. Attendez-moi bien. Je dis juste que nous laissons des hommes seuls avec leur désespoir et leurs armes le soir. Eh bien, il y en a un qui se flingue par semaine, vu qu'on a à peu près 50 flics au tapis. Plus la bagatelle des, je crois, 6000 blessés par an. Ensuite, méfiez-vous également parce que le recrutement de proximité dans la police fait qu'on valide beaucoup d'anciens grands frères ou d'anciens IVA pour le peu qui n'a pas de casier judiciaire. Et donc vous avez un changement en cours au sein de notre police, un changement dont je me méfie. Voilà. Une question de Pierre Jallet. Alors une double question qui vous demande que penserait De Gaulle du RIC dans le cadre de la restauration du lien de confiance entre les Français et leur État? Et faut-il doter la France d'une loi fondamentale que l'on pourrait graver dans laquelle on pourrait graver un certain nombre de principes intangibles comme la souveraineté? Alors, mes camarades, à titre personnel, je ferai. Alors, le coup de sanctuariser la Constitution, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des tas de manières de le faire. J'en suis bien évidemment partisan. Moi, j'ai toujours été très favorable au RIC, justement. Je lis vos messages en même temps, très gentils. Et euh,
Parce que c'est totalement dans l'esprit de la Cinquième République. C'est totalement dans l'esprit de la Cinquième. Moi, je ne vois pas le problème. Le... Ensuite, il ne faut pas que les Français se vendent, enfin vendent leur pays en tout cas, mais voilà, je pense que c'est... je leur fais confiance. Je leur, je leur fais confiance. La seule chose, c'est que, en plus, le RIC est une. Le peuple ne se laissera pas déposséder de ses moyens de production, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis plutôt pour. Le, voilà, je pense que c'est très. C'est vraiment dans l'esprit de la cinquième, parce que c'est directement entre le souverain et le peuple. Et ça permet au peuple d'être un acteur politique et donc de grandir. Faut pas oublier que De Gaulle, il en a essayé quand même de voir les Français comme des adultes. Ça a été quand même le dernier à le faire, hein, parce que là, vous devez quand même remplir un truc en sortant de chez vous, hein. Enfin, plus maintenant, parce que maintenant, à 20h, c'est cuit. On traite pas un peuple adulte comme ça. Simple. Une question de Samy. Donc dans les présentations du colloque de ce soir, il a été fait référence à un moment donné au général de Castelnau. Bien Et donc sûr. Samy nous demande, serait-ce donc l'exemple funeste du grand Castelnau qui a encouragé De Gaulle à mettre de l'eau dans son vin catholique? Hmm, je dirais pas ça. Je dirais que De Gaulle est un homme qui respecte, et ça d'ailleurs, les gens ne comprennent pas. De Gaulle avait promis de rendre la République aux Français telle qu'elle était. Donc, un, il l'a fait. Et deux, il l'a prise avec ses limites, etc. Et en plus, je vous rappelle quand même que le haut clergé, le bas clergé a fait des choses extraordinaires pendant l'occupation. Le haut clergé a totalement collaboré. Donc si vous voulez, faire montre d'un catholicisme excessif aurait été contre-productif pour le général. Ensuite, c'était le dernier roi chrétien. Et d'ailleurs, je pense que vous pourriez retourner la question si un jour vous croisez des prélats. Comment se fait-il que le seul roi chrétien que la République ait donné à la France, vous lui ayez chié dans les bottes, comme vous ne l'avez jamais fait? Je rappelle quand même que le peuple catholique et ses élites ont voté comme un seul homme pour Emmanuel Macron, qui au niveau de la morale chrétienne, je ne suis pas sûr que ce soit le premier des catéchumènes. Hein, enfin, moi je ne savais pas qu'on prenait l'hostie par le nez, mais bon, le culte évolue. Sur le cas Castelnau, un gouvernement qui aurait conscience de son rôle l'élèverait à titre posthume au rang de maréchal de France. Hein, je pense que le président Macron, au lieu de faire mumuse avec la mémoire du maréchal Moustache, qui ne l'intéresse pas du tout, que c'est pas du tout le soldat Pétain qui intéresse Macron, c'est l'homme qui est dans la main des Allemands. C'est des positions qu'Emmanuel Macron connaît bien. Une question de Napoléon III. Je ne savais pas qu'il était sur le Discord. Je suis déjà très content de Ah, savoir qu'elle est encore en vie, hein. voilà. Là, donc. Quel était l'objectif ou les objectifs pour De Gaulle lorsqu'il a organisé le référendum de 69? Et à mettre en perspective avec une question de notre ami Kraken qui vous demande de faire un point sur le projet de régionalisation tel que De Gaulle l'avait Alors, envisagé. alors, tous ceux qui vous diront que De Gaulle fait un référendum suicide, vous avez deux types de gens qui vous disent ça. Soit des gens qui ne se sont jamais remis que le général soit parti, j'en connais, et ça c'est respectable, soit des gens qui n'y bitent rien et qui la ramènent à tout propos. Le général a compris qu'il était temps de proposer la dernière de ces révolutions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que cet homme en a fait déjà deux. Il a révolutionné notre ordre institutionnel. Vous êtes trop jeune, vous ne voyez pas ce qu'était la quatrième République.
La quatrième République, vous voyez la sale gueule de Castex? Eh ben, vous en auriez eu 12 par an, vu qu'un gouvernement tenait 3 semaines. Avec ce même type, si vous voulez, si vous voulez, de volatile constipé. Vous voyez ce que je veux dire? Le, le- il a révolutionné l'ordre institutionnel et il a fait la révolution de 45. C'était l'homme de 3 révolutions. Il voulait faire la dernière. Parce que justement, mai 68 pour lui était le signal qu'il fallait la faire. Et que le général avait. Alors on dit, De Gaulle a perdu du temps. Attendez, il arrive en 58. En 62, il a fait la guerre d'Algérie. Il a réglé la guerre d'Algérie. De 62 à 66, il modernise le pays. Enfin, ça va. Moi, les mecs, ils me disent, ouais, mais quand même, De Gaulle aurait pu faire ça. Ah ouais, et puis Pompidou, il a fait quoi? Et Giscard, il a fait quoi? Et Miteux, il a fait quoi? Miteux, il était là 14 ans, Miteux. Et le grand con, il a été là 12 ans. Le nain Magyar, l'obèse de Tulle, et maintenant le camé d'Agen. Donc, désolé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est problématique. C'est très problématique. Vous voyez, le général est un homme qui voulait, ça je vous renvoie au livre d'Arnaud Tessier là-dessus. Le, C'était un homme qui voulait accomplir une dernière révolution. Voilà. De Autant pour Gaulle moi. avait premièrement, n'oubliez jamais que la participation, parce que la régionalisation fait partie de la participation. La participation est une doctrine de l'homme situé. La participation est une révolution en 3 étapes. C'est l'homme par rapport à l'État, c'est le territoire par rapport à la nation, et c'est l'homme dans l'entreprise. On est d'accord? Et donc cette triple participation devait s'incarner par la régionalisation, c'est-à-dire par une provincialisation plutôt, c'est-à-dire de refaire les provinces identitaires d'ancien régime, et toujours sous le contrôle du préfet. Hein. Ça n'a jamais été... De Gaulle n'est pas un Girondin. Il faut savoir ce que sont les Girondins dans notre histoire. Pas déconner non plus. Euh, d'organiser une partie de la vie locale pour justement avoir ce flux d'élite qui vient des tréfonds du pays, pour éviter la sclérose, entre autres, de la haute fonction publique parisienne. D'un certain côté, les lois de fer, alors Tessier est contre, mais Castelnau, Régis, qui est quand même un des grands spécialistes en France du droit de la décentralisation, pense que les lois de fer sont plutôt dans cet avis-là. Là, il faudrait un débat d'experts que je n'ai pas les compétences de trancher, bien que je le devrais dans ma thèse. Et de l'autre côté, je pense, sincèrement dit, que la grande erreur, ça a été les lois Raffarin. Alors, pas uniquement parce que ces lois sont de Raffarin, qui serait une erreur lui-même, mais parce que, non, c'est assez catastrophique. Ça a été une reféodalisation. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que De Gaulle voulait faire, ce qu'on a fait là. Là, c'est très simple. Il n'y a pas plus de participation à l'échelle locale, tout le monde s'en fout. Et deuxièmement, on a affaibli l'État. Alors après, on me dira qu'on l'a pas fait exprès. Le problème que j'ai avec ces gens-là, c'est qu'ils donnent du grain à moudre aux théories complotistes, et je vais vous dire pourquoi. Parce que... attends, est-ce que j'en ai une là? Non. J'aurais eu une pièce, je vous aurais fait voir que une pièce tombe... C'est de la statistique. Elle tombe un certain nombre de fois pile, un certain nombre de fois face, un certain nombre de fois sur la tranche. Et bien, si vous voulez, vous pouvez pas être nul tout le temps. Voilà. Vous pouvez pas être nul tout le temps. Parfois, vous devez faire quelque chose de bien par inadvertance. Bah eux non. Donc ils défient les lois des mathématiques en tout cas. Faudrait que j'en discute avec Olivier Ray un jour, qui est un bon matheux. Comment font-ils pour être 100% nuls? Tu vois, c'est... les- Parce que même ça, ils l'ont foiré, alors que c'était pas compliqué.
Je dis pas la participation dans l'entreprise, qui elle est vraiment une révolution, quoi. On parlait quand même du passage de 20 points de PIB d'une classe sociale à une autre, hein. Enfin, c'est pas rien, hein. Mais bon, c'est ça, c'est une vraie révolution pour le coup. Une question de étudiant paumé en fac de sociaux. Toutes mes condoléances. Voilà, mais bon, elle vient d'arriver sur notre Discord, donc elle est plus si paumée que ça. Bonsoir, monsieur Rougeron. Bonsoir. Quelle était la conception que De Gaulle se faisait de l'éducation? Ah, excellente question. Alors, surtout que, alors vous avez des tas de gens qui disent qu'il a massifié l'université, gna gna gna. Alors, il faut savoir, et ça, vous avez un très très bon, dans une ancienne revue qui était très belle, qui s'appelait Panoramique, vous le retrouverez sur le site de Claude Rocher, Rochet, euh, vous trouverez oui, sur le site de Claude, un article d'un des anciens ministres du général qui dit bien que les réformes que De Gaulle voulait, qui étaient de continuer dans le fait d'être social et élitiste, c'est-à-dire de donner le plus d'études classiques aux enfants qui venaient de milieux les plus défavorisés. Je rappelle que l'accès des fils d'ouvriers aux grandes écoles et, euh, et à l'université en pourcentage, c'est-à-dire près de 30%, c'est le plus haut qu'on ait au XXe siècle, c'est 1967. Ça n'a fait que régresser et depuis. Donc voilà, n'oubliez jamais ça, hein. C'est, si vous voulez, le système de la éducatif de la Troisième République était le meilleur au monde. Et De Gaulle voulait le restaurer pour contenir cette arrivée massive de la génération du baby-boom. Là, vous avez un problème mécanique, c'est-à-dire un problème démographique. Le problème, c'est que, et ça je pense qu'Edgar Faure n'y est pas pour rien, parce que c'est un homme, comment dire, qu'on vénère pour ses bons mots. Edgar Faure, c'est Le Pen en plus intelligent. Mais le problème, c'est qu'il restera Alors, lui, il n'a pas détruit le nationalisme français pour s'acheter un château, hein, donc il vaut mieux que Le Pen, euh, mais Edgar Faure, il reste surtout par ses bons mots. Et il a un peu concercuité le général, et d'ailleurs, certains hauts fonctionnaires témoignent dans ses articles en disant bien, quand le général parlait d'éducation, nous regardait ailleurs. Parce qu'il ne fallait pas, je cite, écouter le général là-dessus, parce qu'il avait des idées passéistes. Donc, et donc après, on lui a mis sur le dos des trucs qui n'ont rien à voir avec ses conceptions éducatives. Rien à voir. Mais relisez cet article, vous aurez beaucoup de choses en détail, et je crois que la Fondation Charles de Gaulle a fait un ouvrage sur la question en plus. Donc c'était vraiment social et élitiste, c'est-à-dire toujours aller chercher les élites du petit peuple, parce que quand ils se jettent sur la culture classique, ça fait des résultats détonnants. Ça vous a fait cette France extraordinaire de 14, hein. Bon. Donc, au lieu de ça, on a voulu faire un système qui n'était pas égalitaire dans l'égalité de conditions visées, mais qui était, on va vous mettre tous sur la même ligne d'arrivée, donc on va faire le collège unique, la réforme de M. Giscard. Le problème, c'est que le collège unique, la bourgeoisie s'en fout, vu qu'elle, elle va mettre dans des beaux collèges à elle, où on respectera la culture classique, etc., où il y aura du délit d'initié, en veux-tu, en voilà, alors que le système de la Troisième République, on prenait les enfants des écoles communales, et il y avait toute une panoplie de parcours possibles, où on respectait la pluralité, enfin les différences des élèves, quoi. Mais bon, c'était un autre système. D'ailleurs, ça fait toute la catastrophique incompréhension d'un homme comme Pierre Bourdieu, parce que Pierre Bourdieu est un homme qui a eu raison, qui a critiqué le système gaulien, parce que pour lui, il faisait de la reproduction sociale, alors qu'au contraire, vous aviez 30% de nouveaux entrants à chaque fois, et c'est pour lutter contre la reproduction sociale qu'aujourd'hui on fait un système où 98% des énarques sont fils de de la très haute bourgeoisie, quoi. Bon, pourquoi pas. Une question à présent de Mathieu. Bonsoir. Une nouvelle Bonsoir. figure du général ou une personnalité s'y apparentant
pourrait-elle venir de notre immigration? Je suis pas sûr qu'on puisse. Il faut redonner une forme à la notion de grand homme. On ne peut pas refaire la forme de Gaulle. C'est premièrement, il faudrait trouver quelqu'un qui travaille autant. Aujourd'hui, c'est très difficile. Par contre, est-ce qu'un immigré peut devenir un grand nationaliste? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un immigré ou l'un des nôtres issus des minorités, hein, des minorités, encore, issus de nos territoires ultramarins, par exemple. Parce que pour moi, un Tahitien, un Réunionnais ou un Antillais n'est pas une minorité en France. Moi, j'avais vu dans une émission que j'aime moyennement, qui s'appelle Incroyable Talent ou un truc comme ça. Enfin, j'avais zappé cherchant un dessin animé pour ma fille. Et il y a une toute petite fille qui chantait magnifiquement et elle était tahitienne. Et la première question que lui pose l'abruti, qui dit: ah, ça, c'est qu'est-ce que tu fais là? Ben, une tahitienne à Paris, elle est chez elle. Même, on ne demande pas aux gens pourquoi ils sont chez eux. C'est drôle d'ailleurs, on demande maintenant on demande aux nôtres pourquoi ils sont chez eux et on ne demande pas à ceux qui devraient partir qu'est-ce qu'ils foutent là. Étonnant. Vous savez, la France fait appel aux hommes des confins et à la fin, ce pays, c'est son histoire, est à ceux qui se battront pour lui. Ça n'interdit à personne. Moi, à titre personnel, voilà, c'est ce que je dis à une partie du mouvement identitaire. Au-delà, enfin, la partie honnête du mouvement identitaire, j'ai l'impression qu'elle se rétracte en termes de nombre, mais qu'est-ce qu'on fait de la racaille blanche, quoi? Parce qu'à titre personnel, moi, entre Patrice Carteron entre Patrice Carteron comment dire, je ne sais pas moi, Yannick Jadot, mon choix est vite fait, hein. Mais bon, après, voilà. Faut, moi, à titre personnel, j'ai toujours dit que la France est à ceux qui se battent pour elle et j'ai toujours, voilà, moi je l'ai toujours dit au camp national. Nous avons la chance d'avoir des gens qui, c'est vrai, il y a 3 siècles, n'étaient peut-être pas français. Euh, voilà, voilà, mais qui sont des plus-values hors normes pour la cause, hein. Moi, j'en ai autour de moi, hein. L'Oracle, si elle me regarde, Clem, The Big Clem, etc., etc. Voilà, si vous voulez, et un mouvement nationaliste qui refuserait ces gens-là, il faut être d'une débilité à pleurer. D'ailleurs, c'est la leçon des Black Lives Matter face à Trump, hein. Les blacks conservatives et les latinos conservatistes ont gardé leur froc, les petits blancs l'ont baissé, hein. Désolé. Question de Pierre Jallet. Comment redonner un sens à la politique face à une société hyper médiatisée qui empêche toute transcendance dans le fait politique, ce que De Gaulle a porté à son plus haut niveau? Excellente question. Là, on est parti pour la gloire. Je vous dirais, nous devons être des hommes de la médiosphère. On n'a pas le choix. Mais nous devons cultiver la civilisation, l'écrit, tout ça. Nous n'avons pas le choix. On doit être ambidextre. C'est malheureux, mais nous devons faire entrer la pensée par effraction dans l'espace audiovisuel. Et d'un côté, c'est ce que nous faisons là, tout de suite. Parce que YouTube n'est pas fait pour faire un hommage au général de Gaulle. YouTube, c'est fait pour passer de la musique, enfin ce qui marche sur Internet, donc de la musique, de l'humour gras et du porno. Bon, on est d'accord, enfin surtout du porno d'ailleurs. Donc là, nous entrons par effraction. Et c'est pour ça que nous devons avoir des stratégies rodées de communication, justement, par la médiasphère. Une question de V6. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour camarade. De Gaulle avait-il des relations avec la franc-maçonnerie et qu'en pensait-il?
Alors, premièrement, c'est lui qui a fait. Alors, j'en parle tout à loisir parce que ça, c'est pas du tout conspi.net. C'est c'est historiquement très étudié. Le général est le premier chef d'État qui fait surveiller les loges, déjà. Parce que, il le dit lui-même, ils sont trop peu influents pour qu'on fasse une fixette dessus, mais pas assez insignifiants pour qu'on s'en désintéresse. Voilà. C'est le général n'était pas franc-maçon lui-même. Je vous rappelle que l'un des gouvernements les plus maçonniques, c'est Vichy. Hein, voilà, bon. Pierre Laval, maçon. René Bousquet, maçon. Enfin, bon, voilà. Et ce que je dis, moi, je n'ai absolument rien contre. Parce que je n'ai aucune adversion pour la franc-maçonnerie, je le dis franchement. Tout simplement parce que j'ai 17 ans de politique derrière moi et que j'ai vu des salopards avec des tabliers, des salopards portant soutane, des mecs extraordinaires portant soutane et des mecs extraordinaires portant tablier. Donc si vous voulez, moi je juge les hommes sur les actes et non sur leur tenue plus ou moins olé olé du samedi soir. Voilà. Donc ensuite, il n'y a pas une pensée maçonnique, il y a des pensées maçonniques. Le général n'adhérait à aucune d'entre elles d'ailleurs. Vu que en plus la franc-maçonnerie celtisante, enfin rite écossais rectifié, se développe surtout en France après sa mort. Donc, mais lui qui était très celtisant, je vous rappelle que alors est-ce que c'est le grand-père du général qui faisait des études celtiques? C'est à vérifier, mais un des membres de sa famille faisait des études celtiques. Il aurait peut-être vu d'un bon oeil qu'on relance les études celtiques, ce qui a été fait des frères, hein, très clairement. Mais ça dans une branche tout à fait particulière qui est la branche de la franc-maçonnerie chrétienne. Voilà, ensuite voilà, il a connu la Troisième République, il sait que les loges sont déclinantes depuis cette époque-là. Il n'a... Alors vous avez beaucoup de gens d'extrême droite qui disent oui mais c'est lui qui les a ramenés. Alors déjà ils n'étaient jamais partis, je vous rappelle que Pierre Laval et d'ailleurs Alain Bauer va présenter les excuses de la franc-maçonnerie au nom de Vichy. Parce que Vichy est un gouvernement extrêmement maçonnique. Mais De Gaulle, je vous l'ai dit, remet la République telle qu'elle était, donc avec les francs-macs. Au passage, et ça vous le trouverez dans François-Georges Dreyfus, Histoire de Vichy, Vichy protège en partie les obédiences, et c'est le rôle de René Bousquet. Comme ça. À présent, une question de Marcel Pasquini. Pourquoi De Gaulle a-t-il empêché que l'épuration soit menée à bien? Est-ce parce qu'il avait besoin des élites qui avaient trahi? Pour trois raisons. Premièrement, De Gaulle n'est pas un homme des flots de sang. Vous savez, assassin, c'est un métier. Il y a des hommes trop purs pour faire ça. Enfin, faut... Alors vous me direz, ça se trouve toujours. Mais, mais voilà, pour verser le sang gratos, c'était pas le bon bonhomme, déjà. Deuxièmement, les Américains ne nous auraient jamais laissé faire, vu qu'une large partie des collabos, ce sont, et là allez lire Annie Lacroix, c'est terrifiant. Les mecs vont en rampant devant l'amiral Leahy, envoyé de Roosevelt à Vichy, en rampant. Il, il en a partout, alors qu'il en a partout, il s'en plaint d'ailleurs à Roosevelt d'avoir tous ces traîtres qui étaient pro-allemands, pro-Vichy, et qui dès décembre 41, viennent taper sous ses fenêtres, essayer de passer sous sa porte, de rentrer par les lattes du plancher, de couler derrière le papier peint, de passer par la cheminée. C'est terrifiant. Enfin, il ne sait plus quoi en faire. Tous, ils veulent tous la protection de l'Amérique. Tous. D'ailleurs, ils vont tous obtenir, d'ailleurs. Donc les Américains ne nous auraient pas laissé faire. Et dernier point, De Gaulle ne voulait pas détruire l'État. Il appliquait la vieille leçon de Maurras, le nationalisme ne doit pas tuer la patrie. Voilà. Là aussi, je vous les juge. Avait-il raison, avait-il tort? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, à un si grand homme, ne peut-on pas pardonner quelque chose? À titre personnel, oui, je pense que la bourgeoisie, je le reconnais publiquement,
que la bourgeoisie française méritait ces 200 000 morts. Et qu'elle ne les a pas eus, c'est bien dommage. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'État s'en serait relevé? Très difficile à dire. C'était peut-être inévitable. Une question à présent de Jean Lannes. Pensez-vous possible un rattachement de la Wallonie et de Bruxelles à la France, comme le voulait le général? Pas à l'instant T, pas à l'instant T, mais je pense que de toute façon, la Belgique est, quoi qu'on en pense, un État artificiel et que ça finira par se reposer. Je le pense. Titre personnel, c'est ce que je crois. Et après, très difficile parce qu'il y a le statut de Bruxelles, il y a beaucoup de choses. Et puis, voilà, ensuite, voilà. Donc une question de Nicolas. Monsieur Rougeron, pour toute bonne politique étrangère, il faut savoir ce que nous sommes à l'intérieur pour définir l'extérieur. Nous sommes entièrement d'accord. Mais au fait, c'est quoi être français au XXIe siècle? Alors, être français au XXIe siècle, c'est trois choses, à mes yeux en tout cas. C'est premièrement être un concentré de trois. Être un concentré, alors attention, c'est pas un concentré ethnique. Pas uniquement, ça l'est en partie. Mais être un concentré, disons, ce qu'on n'a pas par le sang, on doit avoir par l'esprit. Hein, je vous renvoie à la très belle méditation de François Cheng sur l'âme. Et vous me direz qui est plus français que ce type-là, qui est pourtant né chinois. C'est un des plus grands français que je connaisse et je l'admire au-delà des mots, ce type-là. En plus pour un homme qui a eu une vie aussi dure. Or, ce que vous devez bien comprendre, c'est que ce qu'on n'a pas, parce que si vous voulez, objectivement, le legs génétique, c'est un donné. C'est comme le legs culturel, c'est un héritage où il n'y a pas de testament. Donc on ne sait pas comment s'en servir. Phrase de René Char. Et il faut être rattaché par son cœur, par son esprit, par ses tripes ou par son sang à trois grandes civilisations qui nous ont fait. Les Celtes, les Grecs et les Romains. Premier point. Deuxième point, ça je vous dirais que c'est la France historique. Deuxième point, c'est de poursuivre à travers la pensée, à travers la loi, à travers les armes, à travers la foi, une quête de liberté de près de 1500 ans. Une des plus belles histoires de l'aventure humaine. Ça, si vous voulez, c'est l'âme française. Et le dernier point, la volonté. Être français, c'est vouloir que la France continue. J'espère avoir été assez clair. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, une question de Cromwell. Bonjour Monsieur Rougeron, j'espère que vous vous portez bien. Quelle était la vision du général de Gaulle au sujet du régime présidentiel, aussi bien dans la théorie que sur le plan pratique? Je pose la question sachant que j'ai pu avoir accès en partie au brouillon de la Constitution de la 5e, où l'avis de Gaulle ne ressort presque jamais. Oui, tout à Et fait. petite précision, c'est l'oncle du général Charles de Gaulle qui étudiait les Celtes. C'est son oncle. Oui, merci. Alors, je vous dirais que, comme le camarade qui a l'air d'être un de mes collègues, juriste, le sait, le régime le plus... L'homme qui vraiment est dans les travaux préparatoires, c'est Michel Debré. Et des autres hommes assez exceptionnels, je pense à Jean Foyer particulièrement. Premier parrain du cercle Aristote, Jean Foyer. Bon, il y a pire. Un homme exceptionnel, hors du commun. Un tout petit bonhomme pourtant, drôle. Et Jean Foyer, ou Michel Debré, mais surtout Michel Debré a une dévotion pour le régime anglais. Parce que contrairement à ce qu'on croit, on dit il y a une présidentialisation. Oui, il y a une présidentialisation. Il y a surtout une rationalisation du parlementarisme. Merde.
Enfin, ça va, le régime d'assemblée. Il n'y a pas de régime plus inefficace. Ensuite, le général est trop historien pour apprécier pleinement le régime présidentiel américain. Parce que le régime présidentiel américain, c'est quoi? C'est un président et une assemblée qui se regardent en chien de faïence, et ni l'un ni l'autre, sauf cas particulier type impeachment, très difficile à faire et qui n'a jamais été fait. Je vous rappelle que Nixon démissionne avant, qui se regarde en chien de faïence. Bah, c'est la situation de l'Angleterre à l'époque de la constitution, de l'écriture de la constitution américaine. Hein. Point barre. Quand le roi avait encore du pouvoir. Alors, d'un point de vue strictement technique en droit constitutionnel britannique, tous les pouvoirs sont délégués par la reine. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas les reprendre. Donc, une délégation qui devient permanente n'est pas une délégation. Mais bon, ça, disons que les juristes aiment beaucoup jouer sur les mots, à défaut d'autre chose. Donc voilà, le général pense que le régime présidentiel est instable, et je pense que ce qui va achever de le persuader, c'est Kennedy. C'est la mort de Kennedy. La terrible phrase, attention, Rudi Reichstadt va le flasher, qu'il dit à Perfit, s'il n'y avait pas, qui est d'ailleurs consigné dans Perfit, c'était De Gaulle, s'il y avait la vérité, il n'y aurait plus d'Amérique. Terrible. Donc je pense que le général regardait ça avec une méfiance relative, disons. Une dernière question de Thomas. Que pensait le général du cardinal de Richelieu et de son œuvre politique? Et je vais compléter en vous posant la question, est-ce qu'il y avait des figures historiques qui faisaient référence chez le général de Plein, Gaulle? plein, plein. Sainte Jeanne d'Arc, d'abord. Le cardinal de Richelieu, Carnot sous la Révolution. Il est, comme tous les Bainvilliens, sur sceptique sur une partie de l'œuvre de Bonaparte. Nos grands rois. Donc, non, non, de Gaulle est un homme qui est pétri d'admiration pour les grands Français. Je crois même le grand Condé, et bien sûr Richelieu. Ah, c'est très dur d'être français et de ne pas admirer Richelieu. Hein. Et puis moi, vous savez, je vais vous faire une confidence. Un curton qui meurt d'une blénorragie, eh ben, je trouve ça pas mal. Ça, c'est un vrai curton français. Un curton qui meurt d'une MST, et d'une MST qu'on attrape avec les femmes, hein, pas. Hein, bon. Donc, désolé pour la grivoiserie, mais d'un côté, moi, ça me rassure. Je le dis. Mais oui, oui, bien sûr, le général, d'ailleurs, je crois que le général se mettra sous le patronage de Richelieu quand il va faire l'Ifremer. Quand il va faire l'Institut français de la mer. Non, non, il y a évidemment, n'oubliez jamais, là vous avez deux très beaux livres, Edmond Pognon, grand historien gaulliste, un homme dont on ne parle pas assez, sauf pour faire des jeux de mots pourris sur son patronyme, euh, De Gaulle à la lumière de l'histoire de France, et Raphaël Dargent, De Gaulle en 12 tableaux d'histoire de France. Très bien. Bah, écoutez, je vous laisse conclure. Bah, mes camarades, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez du lourd, vous aurez du très lourd, parce qu'on va avoir De Gaulle vu d'Afrique, De Gaulle vu de Pékin. On va avoir quoi d'autre, chers camarades à la technique? Moi, je viens d'avoir sur la De Gaulle et la technologie Jacques Berger. On va avoir Roland Hureau sur la notion de légitimité. Mais déjà, on a La Maisonneuve et Onana, donc sur l'Afrique et sur. Donc, voilà, on continue le boulot. Et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, regardez si vous souhaitez des livres, ils sont à votre disposition. Je vous dis avant tout et surtout, pour enterrer cette année de merde, passez un très très beau Noël. Le, Passez un très bon Noël. Et faites en sorte de ne pas vous faire gauler par
par la patrouille à Castex, hein, parce que voilà, même dans la collaboration, on baisse. Hein. Avant, on avait Laval et ses chiens, maintenant, on a Castex et ses rats. Bon. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on se reverra pour un autre hommage au général de Gaulle. Vous aurez la rétrospective pendant vos vacances. Donc, on va passer les anciennes vidéos. Et voilà, profitez-en bien. Et voilà, comme il avait l'habitude de le dire, le, euh, puisque tout recommence toujours, donc espérons que quelque chose recommencera en 2021. Très bien, merci. Bonne soirée à vous. Vous aussi. Au Au revoir. revoir. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.